Bonjour à tous. Bon, ben, on va commencer. Je vois qu'il y a déjà un grand nombre de personnes qui sont connectées. Donc, bienvenue dans le 5e mini-atelier qui porte sur la gestion des risques et plus précisément la gestion des risques associés aux soins. Je pense que vous voyez mon diaporama. Oui. Oui, merci. Alors, comme je vous le disais, cet atelier porte sur la gestion des risques associés aux soins. Si l'on regarde le manuel de la certification, on va retrouver cette thématique dans 2 chapitres. Tout d'abord, le chapitre 2, les équipes de soins et plus précisément l'objectif qui concerne les équipes maîtrisent les risques liés à leur pratique, mais aussi les équipes évaluent leurs pratiques, notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patientèle. Et dans le chapitre 3 qui concerne l'établissement, dans lequel on va retrouver cette notion de gestion des risques, l'approche par les risques, dans l'objectif 3.7 qui est l'établissement développe une dynamique d'amélioration continue de la qualité. Donc je ne rentre pas dans les détails puisqu'on verra plus précisément dans quelques minutes ce qu'il y a derrière ces objectifs. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres risques. On fait un zoom aujourd'hui sur la gestion des risques associés aux soins. Mais d'ailleurs, la Haute Autorité de Santé, dans son manuel, dédie un objectif à part entière sur les autres risques, qui sont les risques numériques, les risques environnementaux, le développement durable, la gestion de crise et les urgences vitales. Donc, dans cet objectif, on retrouve un peu tous ces risques, toute cette approche par les risques. Et urgence vitale, on l'a mis en rouge, puisqu'il s'agit d'un critère impératif. Les équipes, non, c'est pas les équipes, c'est la prise en charge des urgences vitales est maîtrisée au sein de l'établissement. Voilà. Donc là, pour vous faire le décor, mais nous allons commencer. Je vais donner pour cela la parole à Sylvia Benzaken, qui est coordonnateur de la gestion des risques, pour entrer dans le vif du sujet. Sylvia. Vous n'avez pas le micro. Merci, c'est mieux avec le micro. Donc moi, je vais faire juste lancer le sujet. Et comme l'a dit déjà Carole, sur le plan de la gestion des risques, ça existe avant, pendant et après la certification. Et le sujet, c'est qu'on est vraiment un établissement dans son entier qui soit acculturé à cette gestion des risques et à cette culture sécurité. Donc c'est en particulier le but de cet atelier est de diffuser largement auprès de tous ceux et de faire tache d'huile à partir de la trentaine de participants aujourd'hui. Et c'est vraiment pour tous les professionnels du CHU, quel que soit le métier et quelle que soit la position au plus près ou plus loin du soin. Donc, de quoi on parle? Un risque, qu'est-ce que c'est? C'est une situation qui n'a pas été souhaitée et qui va impacter sur le patient, puisque notre sujet, c'est on a des patients qui rentrent en mauvaise santé, qu'on doit les faire sortir en bonne santé et si possible sans aucun préjudice. Et donc ces événements indésirables, donc porteurs, sont aussi bien des événements porteurs de risques où les équipes sont acculturées justement pour limiter et prévenir ou atténuer ces risques, jusqu'aux événements indésirables graves qui eux auront un impact grave comme le décès du patient. Donc la Haute Autorité de Santé, qui donc, a un rôle majeur dans notre certification et dans la qualité des soins en France, préconise les méthodes dites de retour d'expérience en santé. C'est quoi le retour d'expérience? C'est que pour faire du retour d'expérience, il faut connaître un événement indésirable, donc il faut le signaler ou le déclarer. Il faut comprendre un événement indésirable et pour cela, il faut l'analyser, mais pas l'analyser de façon superficielle en disant il y a eu un événement indésirable en imagerie parce que le patient est arrivé en retard. Non, c'est l'événement doit être analysé de façon approfondie et avec des grilles de lecture qui vont identifier tous les événements qui sont survenus depuis la prescription de l'imagerie jusqu'à la réalisation de l'examen. La troisième étape, c'est que comment on peut agir pour éviter ou atténuer. Et là, c'est que quand on analyse en équipe, on préconise des actions d'amélioration qui vont viser à ce qu'un événement indésirable ne survienne plus.
Et enfin, quand un événement indésirable a été signalé, analysé et que des actions d'amélioration ont été préconisées et réalisées, il faut partager et communiquer. Parce qu'un retard d'examen, comme je l'évoquais, ou un événement indésirable autour de la chute d'un patient ou autour d'une prescription qui n'allait pas, il faut le partager parce que ça peut arriver dans le service voisin ou ça peut arriver dans un autre établissement. D'où l'importance de la communication et de la formation. Donc, ces méthodes REC, c'est vraiment se identifier, comprendre, agir et partager. Il y a des recommandations nationales pour les processus à risque, puisque vous savez qu'on peut identifier des processus a priori, si on imagine le bloc opératoire des lieux à risque, le bloc opératoire, les postes interventionnels, les salles de naissance ou d'autres secteurs, les secteurs d'endoscopie. On peut, en se réunissant avec les professionnels de terrain, étiqueter et cartographier les risques a priori. Mais les risques a posteriori, c'est ceux qu'on analyse le plus puisque c'est ceux qui apparaissent et ce sont ces événements indésirables qu'on analyse en équipe. Donc, il faut à chaque fois analyser en équipe, toujours avec les équipes de terrain. Et si là, c'est le pôle parcours patient qui organise la certification avec les ingénieurs et de façon plutôt réglementaire et structurée, c'est vraiment au sein des équipes que cette culture sécurité du signalement et de l'analyse doit intervenir parce que c'est que de là qu'on peut avoir les améliorations. Donc cette analyse en équipe, le suivi et surtout l'engagement institutionnel parce que quand on évoque les équipes et les équipes de soins, il ne faut pas oublier que toutes les équipes support et notamment toutes les directions fonctionnelles et au plus haut, la direction générale doivent être engagées dans cette volonté et dans cette culture de la sécurité. Voilà ce que je voulais dire pour lancer le sujet et bien montrer que c'était le sujet de tous. Merci Floriane. Avec le micro, Floriane, s'il te plaît. Décidément. Donc, après cette introduction, on va passer à ce que les experts visiteurs vont aller regarder effectivement lors de cette visite de certification. Et comme le disait Madame Benzaken, voilà, c'est vraiment une affaire de tous et tous les professionnels vont être rencontrés, que ce soit la gouvernance, que ce soit les professionnels sur le terrain. Alors, ce que l'on cherche vraiment à mettre en évidence dans cette nouvelle certification, ça a toujours été le cas, la sécurité du patient est un des enjeux primordiaux, mais on veut vraiment mettre en exergue le fait que l'on a pris en compte la recherche de la mise à disposition des compétences auprès des professionnels et leur capacité, donc pour déclarer, et leur capacité après à s'approprier ce qui a été fait, d'où partager, former les équipes. Donc vraiment, il y a cette volonté d'approche collective et d'approche individuelle. Donc, ce que la HAS va chercher à regarder, à travers notamment des entretiens avec la gouvernance en premier lieu, mais il va vérifier auprès des professionnels que c'est bien appliqué et c'est bien intégré par l'ensemble des professionnels. C'est tous les moyens de sécurisation des activités à risque. Ça va aller de la mise à disposition de protocoles, de procédures, de circuits, de formation, jusqu'à l'utilisation d'outils d'évitement du risque, de gestion du risque, sur notamment certaines activités à risque. Donc, l'identification du patient à chaque étape de sa prise en charge. On va notamment aller chercher s'il y a bien l'existence d'une charte d'identité-vigilance, si on connaît bien la procédure autour de la gestion de ce risque, si on utilise bien les dispositifs d'identification comme le bracelet d'identité sur le patient, la vérification à chaque étape de sa prise en charge par des questions ouvertes, et également les étiquettes sur les documents, tout document qui pourrait être papier encore,
puisqu'on sait qu'en version numérique, normalement, cette identité est bonne. Donc, ça va être discuté avec les professionnels. On va aussi pouvoir vérifier cela via des observations sur le terrain et des consultations documentaires pour voir, par exemple, sur les dossiers, comment cela est traité. Donc, également sur les vigilances sanitaires, les experts visiteurs vont regarder à ce que le circuit de déclaration et les formulaires de signalement soient connus et utilisés par les professionnels. Sur la prise en charge médicamenteuse, je ne vais pas trop m'étendre aujourd'hui puisqu'on a dédié le précédent mini-atelier un petit peu sur tout ce volet qui est très important dans cette certification. Au niveau de la radioprotection également, on va aller regarder que les professionnels utilisent bien, donc plutôt via des observations, les équipements de protection individuelle, donc de soit à leur disposition et qu'ils les utilisent également. Et au niveau des secteurs interventionnels, que tout procédure, protocole soit accessible des professionnels et que soient utilisés les différents outils, donc encore une fois, les différents outils de gestion des risques, comme la checklist, par exemple, sécurité du patient bloc opératoire. Sur ce critère-là, c'est un critère impératif. On va aller vérifier la bonne utilisation de cet outil de maîtrise par excellence. L'utilisation d'outils de communication, de coordination entre les équipes, comme par exemple des fiches de liaison service bloc, pour vérifier qu'on a bien le go pour pouvoir réaliser l'intervention, les différentes fiches ambulatoires d'information pour le patient sur tous les risques qu'il peut prendre. Alors ça, c'est vraiment sur la sécurisation de toutes nos activités, bien prendre en compte, bien connaître les risques de nos pratiques et mettre en place les mesures qui permettent de les éviter au maximum. Et puis, nous avons effectivement toute la mise en œuvre de la dynamique de gestion des risques pour pouvoir, s'il s'est passé quelque chose, pouvoir l'analyser, récupérer et éviter que cela ne se reproduise. Donc, on va vraiment, lors de cette certification, les experts visiteurs vont chercher à voir qu'il y a une vraie dynamique collective de gestion des risques. Est-ce que individuellement, je sais déclarer les événements indésirables ou les événements, d'autant plus les événements indésirables graves associés aux soins? Est-ce qu'on a pris en compte au niveau des équipes plus collectivement maintenant les plaintes et les réclamations, l'expérience donc plutôt négative du patient qui pourrait s'apparenter, tout ce qui peut s'apparenter à un événement indésirable qui nous serait remonté? Et ensuite, une analyse, est-ce qu'on sait utiliser les outils d'analyse? Est-ce que les professionnels vont participer à ces analyses pour pouvoir après éviter que cela ne se reproduise? Donc, on l'a vu précédemment à travers des RMM, des retours d'expérience, l'utilisation des méthodes alarmes, des remèdes. Donc, des analyses approfondies nous permettant d'identifier la cause, les causes profondes et pouvoir éradiquer le risque ou en tout cas mettre ce qui est nécessaire en place. Donc, ils vont également aller voir si on a bien, une fois qu'on a analysé, proposé des actions, mis en place ces actions, qu'on a donc suivi nos plans d'action. Donc, il y aura une réelle attention sur cela. Et ce suivi de plan d'action, il va se faire à différentes étapes, au niveau des professionnels, au niveau de la gouvernance. Est-ce que certaines actions qui sont nécessaires à mettre en place vont être vraiment prises à bras-le-corps par la gouvernance pour que cela avance? Et également, on va aller interroger nos représentants des usagers et la CDU pour voir s'ils ont été consultés sur ces éléments-là. Est-ce qu'ils ont fait des recommandations? Est-ce qu'on a pris en compte ces recommandations? Et est-ce que les actions ont bien été mises en place à la fin? Et donc, évidemment, ils vont voir à travers toute la communication que l'on peut faire, ça va aller du plus petit, directement au niveau du service impliqué jusqu'à plus institutionnellement. Est-ce qu'on communique bien auprès de tout cela pour maîtriser notre risque au maximum? Voilà pour ce qu'il y a à voir
au niveau des experts visiteurs. Beaucoup de choses. D'accord, bah merci Floriane. On va passer au point de difficulté qui remonte et le bilan où on en est à l'heure actuelle. C'est vrai qu'en termes de difficulté, ce qui manque aujourd'hui, c'est vraiment l'installation de cette culture de la gestion du risque et l'approche par le risque liée aux pratiques, cette culture autour de l'erreur apprenante, de la réponse non punitive à l'erreur et surtout l'intérêt de l'analyse collective. C'est vraiment un point d'attention de la part des experts. Et aujourd'hui, qu'on essaye d'impulser au sein des équipes. Mais voilà, on a encore du travail autour de cette culture. Le positionnement de la commission des usagers sur la gestion des événements indésirables graves n'est pas encore intégré. C'est vrai qu'à l'issue de ces commissions, les représentants des usagers peuvent émettre des recommandations. Les recommandations sont à intégrer au plan d'action pour maîtriser l'événement indésirable et nous améliorer. Donc voilà, cette prise en compte des recommandations, on a aussi un axe de travail aujourd'hui là-dessus. Ensuite, la méconnaissance des outils de gestion des risques. C'est vrai qu'il y a une difficulté dans l'appropriation des outils, mais aussi des modalités de mise en œuvre de ces outils au service de la gestion des risques. On a plusieurs outils en termes qui facilitent le signalement, qui facilitent l'analyse. Et donc, voilà, et même le suivi des plans d'action, il faut qu'on puisse former les professionnels à l'utilisation des outils et pour fluidifier derrière la mise en œuvre et améliorer la gestion des risques. On a aussi un point de difficulté dans la mise en œuvre et le suivi des plans d'action issus des analyses collectives et dans l'affichage. Aujourd'hui, cette mise en œuvre, on manque un peu d'implication de la part des acteurs qui sont concernés par le déploiement de certaines actions. Donc, on essaye au travers de reporting, de sensibilisation, d'engager tous les responsables, mais on a encore du travail là-dessus et également sur l'utilisation des moyens de maîtrise. C'est vrai que quand on termine une analyse collective, que ce soit sur la cartographie des risques ou une analyse suite à un événement indésirable, on va identifier des actions qui permettent de maîtriser le process ou en tout cas de nous sécuriser un maximum. C'est l'exemple de la checklist sécurité patient au bloc opératoire. Et donc, l'utilisation de ces moyens de maîtrise, voilà, il faut qu'on puisse quand même avoir de l'implication et un suivi pour observer si justement ils permettent d'améliorer la situation. Mais voilà, dans la mise en œuvre, en tout cas, on a du travail à continuer. On a une insuffisance des signalements d'événements indésirables liés à la prise en charge du médicament. C'est vrai que quand on regarde les différents rapports et surtout à l'échelle nationale, c'est des événements indésirables qui ressortent comme les plus récurrents au sein des établissements de santé. Nous, on a du mal un peu à les capter. Donc, ils sont également, c'est possible de le déclarer sur Enov Process. Donc, ça ne suit pas du tout de processus différent. Mais en tout cas, voilà, on voudrait continuer cette sensibilisation auprès des professionnels et orienter aussi sur les erreurs médicamenteuses. Et enfin, la démarche de gestion des risques en équipe pluriprofessionnelle, on a quand même encore un travail autour de la définition de l'équipe pour permettre une gestion des risques collective. Aujourd'hui, voilà, certains secteurs sont ont plus ou moins avancé sur la démarche, mais définir l'équipe, c'est-à-dire identifier tous les professionnels qui interviennent au cours d'un parcours ou durant un process pour permettre vraiment une analyse systémique et large pour trouver derrière des moyens de maîtrise. C'est beaucoup plus pertinent et intéressant d'avoir l'ensemble des acteurs concernés. Et donc, ce travail autour de l'équipe, ce sera également c'est une des difficultés aujourd'hui, mais qui sera travaillée au fil, d'ici la certification. Alors, qu'est-ce qui existe au CHU de Nice aujourd'hui sur le sujet et où est-ce qu'on le trouve ? Plusieurs choses existent, bien sûr. Déjà, à destination des patients, dans la démarche de gestion des risques, on a la possibilité aujourd'hui d'associer des patients à la démarche via également l'étude des plaintes et réclamations, comme le disait Floriane tout à l'heure, mais également à travers l'inclusion de patients partenaires dans la démarche de gestion des risques. On a parlé de l'approche a priori tout à l'heure avec l'identification de risques, des moyens de maîtrise.
à travers une cartographie, eh bien, nous pouvons avoir l'inclusion de patients partenaires dans ce type de travail, puisque intégrer l'expérience patient et prendre en compte finalement son retour d'expérience eh bien, est très important pour avoir vraiment une dynamique, une démarche qui balaye tous les champs. Donc, on a déjà mis ça en œuvre. On a également la présentation en commission des usagers des événements indésirables graves associés aux soins qui sont survenus. Donc, c'est ceux qui ont entraîné ou un décès ou la mise en jeu du pronostic vital ou des séquelles pour le patient, ainsi que les plans d'action issus des analyses. Et donc, à ces instances, les représentants des usagers ont la possibilité d'émettre des recommandations, comme je vous l'ai dit un peu plus haut. À destination des professionnels, maintenant, on a déjà beaucoup de documentation. On a un outil dédié à la gestion documentaire qui est EnnovDoc. On y retrouve, alors avec des références précises, l'ensemble des documents qui servent à la gestion des risques. On y trouve également de la documentation autour de l'incitation pour le signalement des événements indésirables et également des formulaires. Les formulaires de signalement, vous les trouvez sur EnnovProcess qui est disponible sur l'intranet. Et donc, vous aurez, puisqu'on alimente régulièrement cette base, cet outil Enov, plusieurs formulaires qui ont été créés, alors pour signaler des événements indésirables, pour signaler des chutes, mais également récemment pour signaler des incidents de matériaux-vigilance, pour des incidents de radioprotection. Donc, vraiment, on essaye de faire évoluer Enov pour qu'on ait plus de signalements, pour qu'on ait un meilleur suivi des déclarations. Et donc, voilà, tout ça, c'est mis à disposition des professionnels. Nous avons aussi une boîte à outils, donc les outils qualité-sécurité. La boîte à outils est en cours de révision, mais en fait, elle recense tous les outils qui visent à l'étude des risques, à la gestion des risques. On a le kit des RMM, on a les méthodes alarmes qui permettent des analyses approfondies, on a aussi la cartographie des risques qui permet en équipe, selon l'approche parcours, d'identifier à chacune des étapes de la prise en charge du patient eh bien, les risques qui peuvent survenir. Et donc, ces discussions en équipe permettent derrière d'identifier des actions à mettre en place pour maîtriser ces situations à risque. En termes d'action, on a également la checklist, on a la fiche de liaison, service bloc. Tout ça constitue des outils au service de la gestion des risques. Et donc, voilà, toute cette documentation est disponible pour les professionnels. En termes d'action, maintenant, pour la gestion des risques, on a la contractualisation avec les pôles. C'est vrai que du coup, on cible les actions et les activités qui doivent être mises en œuvre au sein des pôles. Et cette déclinaison de la démarche qualité-sécurité patient sur le terrain, elle est également effective grâce à la présence des task force, donc le binôme ingénieur-cadre de santé. Mais également, on peut retrouver des cellules gestion des risques créées au sein de certains pôles, et c'est le cas pour l'ex-pôle CUSMA, nouvellement nommé pôle Chic, qui nous fera son retour d'expérience juste après. Mais donc, voilà, pour pouvoir avoir une organisation propre au pôle et donc décliner et assurer la gestion des risques au plus près du terrain. On a également des référents gestion des risques qui sont nommés, également au niveau des directions fonctionnelles, pour faciliter les échanges, le reporting et le suivi. Ensuite, on a des évaluations. Les évaluations, on en a fait de plusieurs sortes. On a des audits, on a des méthodes traceurs, et puis on a des programmes d'évaluation également qui sont spécifiques selon les différents risques. Récemment, nous avons eu un audit autour de la gestion de l'identité du patient à l'hôpital, mais également des audits autour de la prise en charge médicamenteuse. Tout ça, finalement, constitue à évaluer si les moyens de maîtrise et les actions qu'on a déterminées en équipe eh bien, permettent une réelle maîtrise du risque et une amélioration. Et donc, ces données sont étudiées et puis communiquées. Donc, c'est le dernier point à destination des professionnels. La communication, aujourd'hui, on a différents supports. On a d'abord une charte d'incitation au signalement et une charte de confiance où finalement l'établissement donc signé par la direction générale, par la coordination générale des soins, par le président de la CME et par le pôle parcours patient, bien sûr, sur la réponse non punitive à l'erreur et que tout signalement, eh bien, finalement, est un peu le bienvenu et sera analysé en équipe sans jugement pour vraiment identifier quels sont les points qui ont dysfonctionné dans une prise en charge pour trouver des actions. On a également élaboré des flyers à destination des professionnels pour expliquer la méthode de signalement, comment est-ce que je déclare un événement indésirable, comment est-ce que je le repère. Et voilà, donc ce sont des documents établis par la communication et donc qu'on va diffuser sur le terrain.
On a également sur Rénov le dispositif de gestion des événements indésirables. Si vous souhaitez aller regarder sur RénovDoc, il est disponible et donc on y retrouve un petit peu toute la démarche autour de la gestion des EI au CHU. On a le bulletin également, le bulletin EI qui sert à la communication, qui sort tous les 3 mois et qui permet de faire un bilan autour des événements indésirables à l'échelle institutionnelle. On y retrouve un classement par pôle, on y retrouve la thématique la plus déclarée et un petit classement des professionnels qui signalent le plus. Et enfin, pour assurer une communication au plus près du terrain, récemment ont été installés des tableaux d'affichage à l'intérieur desquels seront affichés l'ensemble de résultats suite à des évaluations, suite à des travaux de groupe menés au sein des différents secteurs et également les focus qualité qui sont des temps d'échange entre les ingénieurs des pôles et le service. Enfin, les formations et accompagnements, nous engageons à plusieurs reprises des formations sur la gestion des risques, donc à destination des patients partenaires qui rentrent dans notre groupe de travail au sein des secteurs à risque, mais également à destination des représentants des usagers, puisque c'est vrai que comme on leur présente finalement le bilan des événements indésirables graves, c'est intéressant qu'ils puissent avoir derrière ou en amont toute la démarche de gestion des risques. Et puis également des formations à destination des professionnels. On propose aussi un accompagnement des équipes sur les outils de la gestion des risques en lien avec les activités. En termes d'accompagnement, il y a l'accréditation en équipe et puis également le travail mené autour des secteurs à risque. Nous avons mené des travaux pour élaborer des cartographies des risques en lien avec les professionnels et donc tout ça c'est accompagné par le pôle parcours patient. Et enfin, nous faisons des campagnes de sensibilisation. Alors peut-être que vous y aviez assisté, mais chaque année, nous avons la semaine sécurité patient. Et c'est vrai que c'est l'occasion de communiquer sur des thématiques un peu ou sensibles ou importantes à destination des professionnels, des usagers, des patients. Pour un petit peu sensibiliser et former ou aux risques ou aux bonnes conduites à avoir à l'hôpital. Alors, qu'est-ce qui se fait sur le sujet? Donc là, on va faire les petits partages d'expérience. Donc, nous avons plusieurs retours d'expérience. Déjà, le groupe endoscopie digestive, c'est un secteur à risque avec lequel nous avons travaillé donc, en équipe à travers plusieurs séances de travail pour élaborer la démarche, pour revoir en tout cas les risques et les moyens de maîtrise sur ce processus à risque. Donc, on va passer la vidéo puisqu'ils ne peuvent pas être présents ce matin avec nous. Donc, bonjour. Vous êtes l'équipe d'endoscopie digestive. Ah, vous voyez ma vidéo? Bonjour. Ça coupe un peu. Oui, ça coupe. Hein. Alors, attendez, je la remets du début. On va retenter. Donc, bonjour. Vous êtes l'équipe d'endoscopie digestive. Est-ce que vous pourriez faire un petit tour de table pour vous présenter? Bien sûr. Moi, c'est Julie Audat, je suis infirmière. J'ai un petit souci. Ça coupe. Est-ce que tout le monde pourrait couper ses caméras? Ça donnera plus de fibres. Attendez, je vais retenter de vous la partager. Sinon, peut-être Adélaïde, si tu as... Attendez, je vais réessayer. C'est celle qui ne parle pas, si c'est possible. Merci. Monsieur Rouvière, Madame Torel, si vous pouvez, ça serait peut-être intéressant. Ça met du réseau. Merci. Si tu veux, Carole, je peux le partager. Alors, je refais juste une tentative et peut-être je te demanderai de le partager en effet. Ok. Mais oui. Hop.
Ben, je pense que j'ai un petit souci sur mon ordinateur. Pourtant, il y a quelques minutes, ça marchait encore. Ah. On n'a pas. Il n'y avait pas l'air d'avoir de son. Pardon, il n'y a pas le son? Non. Ah. Alors, désolée pour ce petit souci technique. Inclure le son, partager, on va y arriver. Donc, bonjour. Vous êtes l'équipe d'endoscopie digestive. C'est ça, tout à fait. Bah, est-ce que vous pourriez faire un petit tour de table pour vous présenter? Bien sûr. Moi, c'est Julie Audat, je suis infirmière du bloc d'endoscopie. Madame Cavella Mélissant, je suis la quête de santé sur le bloc d'endoscopie. C'est Marc Montero, je suis aide-soignant en bloc endoscopie. D'accord. Pourquoi une démarche de gestion des risques en endoscopie? Quels sont vos risques prioritaires? Parce qu'en endoscopie, du coup, ce sont des interventions invasives sous anesthésie générale et que, du coup, peuvent amener plusieurs risques. Tout d'abord, le risque d'identité. Vigilance. Ensuite, nous avons une checklist qui regroupe justement pour éviter ces risques et Oh, nous avons des risques liés à l'anesthésie, aux gestes en eux-mêmes, comme hémorragique, risque de perforation et tant d'autres. Et aussi des risques liés aux préparations en vue des examens, comme pour les coloscopies, le fait d'être à jeun et d'autres. Voilà, qui sont regroupés dans notre checklist. D'accord. Quelle est l'organisation pour gérer ces risques? Ça coupe. Disons, par exemple, un patient qui descend sans bracelet, dans ces cas-là, on appelle. Je pense qu'il faut passer à l'autre retour d'expérience. On n'entend pas du tout là. Oui, je suis désolée. Service. On demande à ce que quelqu'un du service descende avec un bracelet et qui vérifie que ce soit la. Bon, je vais passer à l'autre. On va essayer d'un autre ordinateur, mais on va essayer de passer à l'autre vidéo en espérant que ça fasse pas la même chose. Je partage du coup. Ah, tu partages, Floriane? D'accord. Oui, c'est bon, Merci. je l'ai ouvert. Hop. Par contre, Floriane, il faut inclure le son. Ah oui. C'est vrai, On va y arriver, on va y arriver. Hop. Nous sommes la cellule gestion des risques du pôle CHIC. Je suis Oui. Maxime Jourdain, je suis ingénieur qualité du pôle. Et à mes côtés. Bonjour, je suis donc Madame Aïcha Madin, je suis cadre de santé sur la médecine interne, Archéan. Bonjour, Olivier Dufernay, je suis cadre de santé sur la médecine intensive et réanimation à l'Archéen également. Bonjour, Véronique Kitabjian, responsable de l'encadrement des secrétariats médicaux sur le pôle CHIC. Alors, il y a également le professeur Cluzot qui n'a pas pu se rendre disponible pour cet enregistrement et qui participe ponctuellement à l'analyse des événements indésirables, chutes, plaintes et réclamations qui touchent directement ou voire indirectement le corps médical. Très bien, merci. Alors, comment a été construite la cellule de gestion des risques? À partir de quels besoins et quels professionnels la composent?
Alors, historiquement, la cellule gestion des risques, elle est née en 2014, mais en 2018, de par son fonctionnement actuel. En fait, la cellule, elle répond à plusieurs attentes et besoins. D'une part, au sein du pôle, c'est développer une démarche de gestion des risques qui lui est propre, avec un traitement de proximité des événements indésirables, des chutes, des plaintes, mais aussi des réclamations, c'est-à-dire en fait un traitement avec des professionnels du pôle de manière à mieux nous emparer de cette démarche. En fait, le pôle ne voulait pas que l'orientation et le traitement des EI soit de la responsabilité seule d'un ingénieur qualité ou d'un professionnel identifié. Vraiment, le besoin identifié sur le pôle, c'était d'avoir une approche pluriprofessionnelle avec un traitement consensuel. D'accord. Qu'est-ce que la gestion des risques sur le pôle CHIC? Quels sont les risques auxquels vous êtes confrontés? Est-ce que c'est une population spécifique liée à vos activités spécifiques? Alors, comme l'a indiqué Maxime, c'est une cellule opérationnelle de proximité. Dans cette cellule, nous traitons tous les risques sans les prioriser. Cela peut aller de l'oubli de la barquette alimentaire dans le chariot au repas à une erreur d'administration d'un médicament ayant conduit au décès du patient. L'objectif est d'avoir vraiment une vision exhaustive, une cartographie de notre gestion des risques et de considérer toutes les déclarations afin de respecter chaque déclarant pour son implication dans cette démarche. Nous traitons tous les EI, mais nous avons des secteurs spécifiques comme la médecine intensive et réanimation, les soins intensifs d'hématologie, soins intensifs Covid, l'unité Covid, également le centre laser et les endoscopies bronchiques qui sont des secteurs à risque, sans oublier l'oncologie et le CLAT pour les populations spécifiques qui sont reçues avec des modalités de prise en charge bien particulières. Quelle est l'organisation au sein de cette cellule? Quelles sont ses missions? Quelle est l'organisation pour le suivi et le reporting? Alors, la cellule en tant que telle, c'est d'abord une réunion physique tous les matins pendant 30 minutes, ce que nous avons fait aujourd'hui. D'ailleurs, la cellule n'a jamais cessé de fonctionner, et cela même pendant la crise Covid. Le but étant évidemment d'accompagner les professionnels dans cette démarche. Alors, lors de cette cellule, nous passons en revue les événements indésirables à traiter, signalés ou reçus pour traitement. Nous en discutons, et nous discutons évidemment sur l'orientation, sur la résolution de l'événement indésirable, et nous le faisons pour la semaine qui a été écoulée. Dans ce traitement, en fait, ce que nous recherchons, c'est le consensus du groupe. Donc, ensuite, nous faisons également une revue des événements indésirables clôturés ou ceux qui sont aussi à relancer. Nous suivons les plans d'action. Nous faisons aussi la revue des chutes et nous faisons également la revue et le traitement des plaintes, des réclamations, même les réclamations orales, de manière à anticiper toute plainte écrite et de traiter le problème avant qu'il ne s'envenime. Alors, en dehors de cette cellule, c'est une implication bien sûr importante de chaque professionnel dans la démarche gestion des risques avec plusieurs points. D'abord, une prise de connaissance des événements indésirables signalés ou reçus pour traitement au fil des déclarations préalisées sur le pôle. Un travail de centralisation des événements indésirables, plaintes et réclamations par l'ingénieur qualité, donc par Maxime, via un tableur Excel de suivi. Si nécessaire, on fait donc une investigation par chaque professionnel de la cellule des déclarations avant la rencontre hebdomadaire du mardi. Parfois, nous nous rencontrons ponctuellement en dehors des réunions pour les événements indésirables, par exemple, ou compromettant. Là, dernièrement, il y avait les respirateurs Hamilton, ou encore il y avait eu un problème avec l'UTS, où nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises. Autre point, nous faisons un reporting hebdomadaire à l'encadrement, donc nos collègues, et au RSP, donc M. Julien Breton. Un retour aussi aux équipes par un affichage qualité des événements indésirables mensuels par service. Cet affichage s'accompagne d'un retour aux déclarants qui est réalisé donc par le cadre du service et l'ingénieur qualité du pôle. Enfin, nous faisons un retour sur le traitement de l'événement indésirable
la pertinence de la déclaration, nous insistons sur la pédagogie de la déclaration et sur la méthodologie à appliquer lors d'un signalement. À noter donc que la cellule dispose d'une adresse générique connue de tous les professionnels du pôle via un affichage donc qualité au même titre que la liste des membres de la cellule et les missions de cette dernière. Qu'est-ce que cette cellule a permis d'améliorer et quels sont les axes pour les années à venir? Alors, cette cellule a permis d'améliorer beaucoup de choses. Déjà, son but ultime, au-delà de ça, elle nous a permis d'augmenter notre taux de résolution et de clôture des événements indésirables avec un taux qui est proche de 100%. Hein, je crois bien, Maxime. Oui, c'est ça. Cette cellule, elle nous permet, en plus de ça et en parallèle de ça, de suivre le processus et le parcours de l'événement indésirable depuis sa déclaration jusqu'à sa résolution. Et il nous permet d'étudier un petit peu la pertinence de la déclaration. Alors, avec ça, ça nous permet d'établir des plans d'action qui sont des plans d'action robustes parce qu'ils sont issus de réflexions consensuelles, pluridisciplinaires, puisqu'on est un groupe où plusieurs professions sont représentées, et il nous permet de suivre l'accompagnement régulièrement de ces plans d'action et des consignes qui peuvent être donnés. Cette cellule, elle nous permet encore, en plus, d'améliorer la culture qualité dans les unités du pôle, avec des déclarations qui sont de plus en plus pertinentes et qui ne sont plus ce qu'on pouvait trouver il y a quelques années, des règlements de compte, des choses de ce type. Effectivement, la vision plurielle de cette cellule, pluriprofessionnelle, consensuelle, est un vrai travail d'équipe qui nous permet d'aller au bout de la démarche et au bout de nos actions, parce que la réflexion à plusieurs est l'équivalent d'un 1 plus 1 qui est égal à 3, et qui nous permet vraiment d'aller jusqu'au bout de nos actions et de nos réflexions. Alors, quels seraient les axes pour les années à venir? Je pense que c'est faire perdurer cette cellule dans le pôle, et puis essayer peut-être de la proposer aux autres pôles, de façon à améliorer la qualité de la prestation et la qualité du parcours de soins, je veux dire, au niveau institutionnel. Une autre possibilité, une autre chose qu'on aimerait faire, c'est pouvoir l'ouvrir aussi à d'autres professionnels sur des déclarations d'événements bien particuliers et l'ouvrir donc à des infirmiers, à des aides-soignants, à des rééducateurs, à du personnel administratif qui pourraient nous permettre une meilleure analyse et une meilleure compréhension de la démarche et des événements déclarés. Maxime, le mot de la fin. Je trouve que, voilà, moi, je suis très fier de faire partie de cette cellule et je trouve que ça fait vraiment avancer les choses en matière de gestion des risques. Et effectivement, il faut que cela perdure et sans cesse la développer. Voilà ce que je pouvais ajouter comme mot de la fin. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je vais repartager le diaporama. Voilà, et Adélaïde, je te laisse la parole. Oui, voilà, donc on a pu entendre, difficilement le groupe d'endoscopie digestive, c'est dommage, on verra pour avoir leur retour d'expérience, si on peut partager la vidéo sur l'intranet, on verra. Sur le retour d'expérience de la cellule gestion des risques du pôle CHIC, voilà, vous avez entendu quel était le besoin, finalement, quels professionnels composent cette cellule et quelles sont les missions et l'organisation. Donc, c'est intéressant. Et on va peut-être passer au retour d'expérience avec le pôle urgence. Je ne sais pas si Madame Kassemi est connectée. Voilà, bonjour.
Je t'ai pas entendu, Séverine. On est connecté. Tu nous entends là? D'accord. Oui, 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 c'est bon. Voilà, est-ce que vous pouvez faire un petit retour d'expérience suite au travail sur les événements indésirables graves, surtout sur l'année dernière? Alors, comme vous le savez, de par la spécialité, le pôle urgence, je suis déjà avec Olivier Misseré, qui est notre cadre de la task force. Guillaume Chrétien est absent, notre ingénieur qualité, mais s'est joint à nous et a participé à la réflexion pour ce retour d'expérience. En effet, le pôle urgence a pas mal d'événements graves de déclarer, de par la spécialité, la spécificité. On est la porte d'entrée avec des choses très particulières. La gestion des risques au sein du pôle s'est construite au fur et à mesure des années et on arrive maintenant à un travail très en proximité avec vous, la direction parcours patient, ainsi que la gestion des risques, où on n'hésite plus et on voit les fruits des choses à traiter les événements graves en pluridisciplinarité, c'est-à-dire avec vraiment tous les intervenants de l'événement en question. Je prends en date un événement que nous avons qualifié de grave par rapport à un matériel, c'était de la matériovigilance certes, mais qui avait causé une défaillance en soins, où nous nous sommes réunis avec le biomédical, les services des urgences, tous les personnels infirmiers, médicaux, qui ont pu participer à la prise en charge et nous sommes arrivés à un plan d'action derrière très rapidement qui concerne vraiment tout le monde. Autre exemple d'événements graves qui ont été traités en pluridisciplinarité, et j'insiste là-dessus parce que c'est grâce à ça qu'on arrive à vraiment avoir des actions pérennes et vraiment où on voit que la qualité, la gestion des risques est vraiment un outil d'amélioration managériale et un outil d'amélioration de nos conditions de travail et de la prise en charge des patients. Vous avez tous entendu parler, je crois que c'était il y a 1 an et demi ou 2 ans, de violence, et on en parle encore avec des événements graves au sein des urgences. Un patient qui avait causé plusieurs, en tout cas, blessés. Une réunion vraiment pluridisciplinaire, et je vois Mme Cuberes qui était connectée, et un gros travail s'est engagé avec les différentes directions, donc direction des ressources humaines, sûreté, aussi la direction des travaux, et nous avons pu largement améliorer et proposer des plans d'amélioration, en tout cas, et des actions concrètes pour améliorer tout ça. Voilà. Quelque chose à retenir vraiment, c'est la pluridisciplinarité qui est nécessaire, le regard médical, soignant, technique quelquefois, sûreté aussi dans certaines situations, et on n'hésite plus maintenant à vous faire remonter certains événements avant même que vous les receviez, et on décide vraiment en équipe de comment les traiter, quelle méthode utiliser. Il nous est arrivé sur d'autres événements de faire de la RMM puisque ça relevait plus d'un volet médical, mais on a fait participer tout le monde pour bien comprendre. Donc vraiment, on essaye d'utiliser et d'être dans une discussion sur le type de méthode à utiliser pour traiter, en tout cas pour creuser l'événement. Et ça passe par une cellule qualité qui, pour nous, est en construction, mais avec une task force bien existante, avec des points réguliers, comme a pu le dire le pôle chic, hein, mais avec vraiment se pencher sur chaque événement pour choisir la méthode la plus pertinente d'analyse. Mais le point commun, c'est l'importance de la pluridisciplinarité autour de la table. Très bien, merci beaucoup. Et puis, peut-être qu'on peut passer au retour d'expérience de Monsieur Schenk, qui est représentant des usagers au sein de la commission, pour avoir du coup le côté patient dans cette démarche de gestion des risques. Bonjour, Monsieur Schenk. Bonjour. Au niveau des CDU, on nous expose les événements indésirables graves. Donc, on n'avait aucune notion de gestion des risques, donc on a demandé une formation. Et tous les représentants d'usagers du CHU ont reçu cette formation qui était très intéressante. Le seul point qui nous
pas qui nous embête, mais sur lequel on n'a pas suffisamment de retours, c'est effectivement le suivi des plans d'action et la proposition des recommandations, puisque en fait, on nous expose les événements indésirables graves en CDU, puis hop, on n'en parle plus. Donc, là, on va travailler là-dessus. Et pour la dynamique, eh bien, actuellement, on va essayer de regarder les liens qui pourraient exister entre les plaintes et réclamations et les événements indésirables. Hein. C'est un travail qui aurait dû déjà commencer, mais il y a eu des collisions de calendrier. Du coup, bon, ben, ça va démarrer dans les jours qui viennent. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Chung. Voilà, sur ce qui se fait sur le sujet, on a regardé un peu tous les retours d'expérience. Peut-être sur les points de vigilance, Madame Mazar, vous souhaitez conclure ou bien Merci. Je ne sais pas, Adélaïde, vous vouliez dire quelque chose avant de me laisser la parole? Non, pas du tout. Je viens parler déjà. Merci, merci. Moi, je reviendrai effectivement sur tout ce qui a été dit durant cet atelier. Adélaïde et Floriane vous ont présenté les outils, les points sur lesquels la Haute Autorité de Santé allait forcément regarder. Il faut savoir que la gestion des risques est un sujet qui est regardé à de nombreux points. D'ailleurs, Floriane l'a évoqué sur l'ensemble du manuel. Au-delà de cette information qui a été faite durant cet atelier et qui est importante, parce qu'on se rend bien compte que l'information, elle ne passe pas bien et qu'on ne sait pas forcément ce qui est fait sur un sujet particulier. Donc, c'est vraiment l'objectif de l'atelier et de pouvoir donner cette information parce qu'il faut savoir quand même que cette visite de certification, elle est résolument tournée sur le terrain, sur ce qui se passe sur le terrain. Donc, en fait, ils vont analyser, ils vont regarder la dynamique que vous avez mis en œuvre. Donc, les retours d'expérience sont importants parce qu'en fait, ce qu'ils montrent, c'est qu'il y a un échange, une organisation au plus près du terrain, une organisation de proximité qui favorise cette gestion des risques. Nous, au niveau de la direction, on va mettre en place des outils, on va vous donner des éléments pour pouvoir construire, on va apporter de l'information, de la formation, on va vous accompagner si c'est nécessaire, on va vous dire attention, ça c'est réglementaire, c'est national, il faut impérativement y aller, mais après, la balle elle est dans votre camp, et particulièrement sur la gestion des risques. Donc, il faut en fait, en interne, être convaincu que certaines pratiques sont à risque. Et déjà, pour que ces pratiques nécessitent, il faut déjà les connaître. Donc, il faut déjà qu'entre vous, au sein de l'équipe, et ces retours d'expérience, ils sont très intéressants parce qu'ils montrent que c'est un travail avant tout d'équipe, c'est de définir quels sont les risques qui sont à surveiller, qu'il faut avoir à l'œil, si j'ose le dire ainsi, pour éviter qu'ils ne se reproduisent. Et une fois qu'on a identifié ces risques dans des secteurs à risque, mais également ailleurs, sur certains processus, c'est effectivement, une fois qu'on les connaît, c'est de mettre en place une organisation qui va permettre d'en discuter, de les suivre, de les signaler, parce qu'on a l'obligation de signalement de certains événements indésirables, et particulièrement ceux qui sont graves et qui sont associés aux soins, de les analyser, et la richesse de l'équipe est une évidence, parce que c'est en équipe, avec un traitement non punitif, qu'on va pouvoir effectivement améliorer le contexte et les suivre. Donc, en fait, ces points de vigilance, c'est effectivement savoir ce qui existe, parce que vous allez être, on va vous demander on va vous questionner là-dessus, qu'est-ce qui existe en matière de risque, quels sont les outils, etc. Connaître donc le dispositif de gestion des risques qui existe depuis des années au CHU et qui a été construit aussi grâce à certains d'entre vous. Et puis, la réflexion positive, le discours positif qu'on aura sur le sujet et la réflexion positive autour de ce sujet. Donc ça c'est extrêmement important. Et le dernier paramètre, et merci encore Robert de toutes ces participations très actives que vous avez sur nos ateliers, parce qu'aujourd'hui, plus encore qu'hier et encore demain, encore plus, les usagers ont une place absolument essentielle dans le suivi, voire même la participation demain à ces cellules de risque au sein des équipes. Et ça, c'est encore quelque chose qu'il va falloir développer dans les équipes
ces cellules de gestion des risques, ces cellules qualité, pourquoi ne pas les imaginer avec un représentant des usagers? Parce que c'est aussi grâce à leur expérience qu'on arrive à mettre des choses en place pour éviter que ça ne se reproduise. Donc, voilà, ces points de vigilance, elles sont là, mais cet atelier démontre aussi qu'au plus près du terrain, il y a un vrai travail. Alors, s'il y a un discours positif autour d'une démarche qualité, s'il y a un discours équipe autour de la gestion des risques, ce sont des sujets qui devraient être perçus comme très positifs par rapport à notre visite de la Haute Autorité de Santé. Il reste peut-être 4 minutes. Peut-être qu'il y a des questions, il y a des sujets qui vous ont paru moins clairs et pour lesquels nous restons bien évidemment à votre disposition avant la visite, mais après la visite également, parce que tout ne s'arrête pas à la visite de certification, bien évidemment, et bien au contraire. Merci à vous tous. Peut-être juste une information, c'est vrai que tout ce travail autour de la gestion des risques et en équipe, on est donc disponible, comme le disait Madame Mazard, la cellule de gestion des risques du pôle parcours patient. Voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Alors c'est vrai qu'on est très en lien avec les ingénieurs qualité, mais voilà, si vous avez des demandes particulières, des besoins, on peut réfléchir, on peut ensemble, voilà, imaginer quelque chose pour traiter vos problématiques. Donc voilà, on est en support. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse mail gestion des risques-soins. Peut-être juste un mot, c'est sûr que par rapport aux impératifs de la visite, excusez-moi, hein, je parle de la visite parce que c'est maintenant dans quelques semaines, mais bien évidemment, ces travaux devront être poursuivis. Il y a des points particulièrement de vigilance, hein, ça a été dit tout à l'heure, hein, la checklist au bloc opératoire et son utilisation pertinente. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut effectivement s'interroger sur l'intérêt de faire cette checklist et mettre en œuvre les organisations qui vont permettre de gérer, pas forcément de remplir une checklist, même si il faut le faire, mais surtout de comprendre l'intérêt à agir. Et ça, c'est vraiment un travail d'équipe. Il y a aussi l'identité-vigilance, hein, l'identité du patient à chacune de ces prises en charge, et la prise en charge médicamenteuse avec les étiquetages. Et je le répète, hein, la sécurité prône sur la confidentialité. Donc, c'est un discours qu'il faut absolument passer au niveau des équipes. On doit d'abord sécuriser la pratique. Donc, une étiquette n'est pas un numéro de chambre, elle est au nom du patient. La sécurité prône sur l'identité du patient, sur la sécurité prône sur l'identification. Et donc, voilà, ce sont des éléments qu'il faut avoir à l'esprit et sur lesquels il faut faire particulièrement attention. Carole, le mot de la fin? Oui, ben, je vois qu'il n'y a pas forcément de questions. Donc, je mets la diapositive suivante juste pour vous indiquer notre adresse générique si vous avez des questions. Et puis, ben, écoutez, on se revoit au prochain atelier. Alors, il y a le pont, le lundi est férié, donc on revient vers vous pour la prochaine date et le sujet. Voilà, sinon, c'est bon pour moi. Le prochain sujet? Le prochain sujet qui sera normalement tout ce qui est information, communication, indicateurs. C'est ça, Floriane? C'est en cours, comme tu disais. C'est pour ça qu'on revient vers vous pour valider ce prochain sujet et la date. On va voir. Parfait. Voilà. Merci à tous hein, d'avoir assisté à cet atelier très nombreux. Oui. Et Merci. puis, à bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.